Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je ne serai pas seule puisqu'elle contient une interview. On va parler d'un bâtiment qui représente la modernité, les avancées technologiques et se poser une question, pouvons-nous modifier ce bâtiment pour qu'il continue de refléter la modernité? Sans plus attendre, quel est le projet ici? Eh bien, il s'agirait d'apporter des modifications à la tour Eiffel. Petit point histoire, la tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle qui était à Paris en 1889. Une exposition universelle, c'est une exposition qui réunit divers pays et qui permet d'y exposer leurs différentes réalisations industrielles. On peut voir ça un peu comme une vitrine technologique et industrielle de chaque pays. Donc en 1889, elle se déroule à Paris et la tour sera construite pour cette occasion. Elle devait normalement être démantelée à la suite de l'exposition. Finalement, je vous apprends rien. Elle est toujours sur le champ de Mars. Alors tant mieux, puisqu'en fait c'est devenu un bâtiment emblématique de la France, emblématique de Paris, et qu'il y a encore chaque année des millions de visiteurs qui viennent la voir. Alors de quelle modification est-ce qu'on va parler? Je vais pas tout vous dire dans l'intro. Pour ça, on va aller interviewer des personnes concernées. Nous allons accueillir Benjamin Rigaud et Sandrine Aragon. Petite présentation avant de commencer. Benjamin est directeur artistique et artiste visuel. Il est passionné par l'histoire de Paris et est diplômé d'un master de design à Sciences Po. Vous pourrez aller voir son profil, tous les liens sont en fin de vidéo. C'est vraiment quelqu'un de proactif. Depuis 2017, il crée des projets en hommage aux grandes figures scientifiques. Et depuis un événement qu'il a organisé au Panthéon en hommage à Marie Curie, avec l'association Défi Sorbonne qu'il préside, il s'est intéressé aux femmes scientifiques. Et c'est dans ce cadre qu'il a rencontré Sandrine Aragon, qui est chercheuse à Sorbonne Université. Sandrine Aragon travaille sur l'accès des femmes à la culture, que ce soit par la lecture, par le voyage, par l'accès aux sciences, etc. Elle s'intéresse particulièrement aux pionnières du 17, 18, 19e siècle. Et quand Benjamin est venu me présenter son idée, elle a adoré. Et donc, j'ai dit, allez, je te suis, on va essayer de se battre, parce que c'est un beau défi pour mettre l'égalité au sommet d'un monument phare de Paris. Il est temps de révéler les grandes lignes du projet. Les 40 sœurs d'Hypatie visent à inscrire le nom de 72 femmes scientifiques sur la tour Eiffel. Alors pourquoi et comment? On va découvrir ça tout de suite avec Benjamin et Sandrine. Sandrine, Benjamin, merci d'être là. Donc je venais vous interroger par rapport à votre projet d'inscrire des noms de femmes scientifiques sur la tour Eiffel. Moi je savais même pas qu'il y avait des noms d'inscrits sur la tour Eiffel. Comment tu savais qu'il y avait des noms? Comment t'en es venu à cette idée du coup d'inscrire des femmes? Alors en fait, en juillet 2021, j'étais guide touristique à la Tour Eiffel et tous les jours, avant de monter en ascenseur dans le monument, je montrais du coup cette liste de 72 savants, dont la plupart sont d'ailleurs des polytechniciens, aux visiteurs. Mais un jour, quelqu'un m'a posé la question qui a tout changé, c'est est-ce que Marie Curie fait partie de cette liste? Or, en 1889, Marie Curie n'était pas encore arrivée en France, elle n'était pas encore mondialement célèbre pour ses découvertes lui ayant valu d'avoir 2 prix Nobel. Mais à travers cette question, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune femme dans cette liste, et j'ai alors remarqué qu'il y avait 40 espaces vides au deuxième étage de la Tour Eiffel, et c'est là qu'idée m'est venue, le projet Hypatie est né, du coup, d'ajouter des noms de femmes sur la Tour Eiffel. D'accord, donc initialement il s'agissait de 40 noms de femmes. 40 noms de femmes au deuxième étage. Et donc, c'est ainsi qu'on a constitué la première liste. Et donc, j'ai fait appel à tous les chercheurs de Sorbonne Université. Et c'est un magnifique projet parce qu'il a fédéré l'université de sciences, de lettres, de médecine, avec des gens motivés qui se sont enthousiasmés. Et on a constitué un comité à parité égale, hommes-femmes, et scientifiques littéraires et chercheurs des sciences. Et pour réfléchir aux limites, pour réfléchir aux domaines qui étaient importants de représenter, pour donner des rôles modèles aux étudiants et étudiantes aujourd'hui. Et ensuite, pour proposer une première liste de 40 noms. D'accord. Et une fois que vous avez proposé cette liste de 40 noms, qui vous a suggéré de la transformer en 72 noms? Alors en fait, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, Ok. qui s'est saisie du dossier et qui a souhaité faire étudier d'autres façons de faire inscrire ces noms. Et l'architecte en chef de la Tour Eiffel, donc Pierre-Antoine Gatier, a proposé une version plus paritaire qui est d'inscrire 72 noms au premier étage, à égalité avec les hommes, juste au-dessus de la liste des grands hommes du coup. Une fois que vous avez votre idée d'inscrire ces 72 femmes, je me suis intéressée du coup au process et j'ai vu qu'il y avait déjà des listes provisoires, mais qu'il y avait deux listes, une de 40 du coup qui doit être la première que vous avez fournie, et l'autre de 32, mais que certains noms se retrouvaient dans les deux. De 72. Non. Ouais. Donc, d'abord, il y avait Femmes et Sciences qui avait constitué Oui. aussi une liste que nous, on a reprise dans le comité de Sorbonne Université. Et puis, donc, on avait changé les limites, on avait ouvert parce qu'il est important de prendre en compte des domaines comme l'informatique, Oui. qui sert aujourd'hui énormément pour la construction d'une tour et puis qui
a mis à l'honneur beaucoup de femmes qui sont investies dedans. Donc, on avait réfléchi à une autre liste alternative. Les deux sont présentes. Et ensuite, quand on a réfléchi sur 72 noms, il s'agissait d'ouvrir, mais c'était aussi avec le comité de la Tour Eiffel qui a redéfini les limites. Donc, ça commence en 1789. Il faut qu'elle soit décédée depuis 5 ans, ce qui fait qu'on a évité les deux dernières prix Nobel qu'on avait. Du coup, ça veut dire que ça allait être ma prochaine question, que je voulais qui est Emmanuelle Charpentier sur la Tour Eiffel, et je me dit, il faut qu'elle meure. C'est des hommages de passer à ça, n'est-ce pas? Et du coup, quand j'avais vu, je m'étais dit, ah, c'est top et tout. Donc non, c'est décidé. Et voilà, sur un monument en fait, de Paris, il faut que la personne soit décédée depuis 5 ans. Ok. Et Bon. voilà, donc il y a ces règles. Au début, on avait souhaité. Et puis, il y a aussi des personnalités comme Émilie du Châtelet, qui est une grande scientifique du 18e, philosophe, et qui se trouve exclue par la date aussi. Oui, ouais. Pour vous situer dans le temps, l'interview a été réalisée le 5 janvier. Les listes provisoires avaient été fournies fin décembre. La liste officielle sera publiée normalement le 26 janvier. Et cette vidéo devrait sortir le 24 janvier. Donc, 2 jours avant la sortie de la liste officielle. Ça veut dire que je suis comme vous. Je ne sais pas qui fait partie de la liste officielle. Sandrine et Benjamin non plus ne le savent pas, même si eux, à mon avis, ils ont quelques idées. Retour à l'interview. Qui sont ces femmes? Bon, déjà j'ai vu que Sophie Germain y était et que c'était l'une des premières à être citée, donc... Bien sûr, elle était fondamentale pour la tour. Oui, c'est quand j'ai recherché justement, j'ai vu que déjà à l'époque, les scientifiques étaient déçus de ne pas avoir Sophie Germain parce qu'elle avait été utile à la Absolument. construction de la Tour Eiffel. Alphonse Rebière, à l'époque, au 19e siècle, avait écrit dans son livre sur les femmes en sciences que Sophie Germain aurait mérité d'être sur la tour. Oui. Déjà à l'époque, ça se disait. Bon, alors nous avons cette liste provisoire, mais qui sont ces femmes? On va juste parler de certaines d'entre elles parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures. On va aussi mentionner des femmes qui, on le pense, ne seront pas sur la Tour Eiffel et expliquer pourquoi. Jeanne Barré ou Sophie Germain, elles y sont, je pense, c'est sûr. Marie Curie et Hélène Curie aussi, c'est sûr. Voilà. Qui c'est que... Je pense qu'il y aura quand même Angélique Ducoudray, mais Qu'est-ce qu'elle a pas elle est première femme gynécologue et elle a orienté tout un appareil pour l'accouchement. Monté tout un mannequin. Aujourd'hui, on refait. On ne peut pas dire sûr parce qu'on n'a pas les définitives. On a fait des fiches sur les femmes importantes. Après, il y a croisement des différentes listes et des propositions. Donc, Sophie Germain, mathématicienne. Oui, c'est l'élasticité des matériaux, je crois. Les métaux, ouais. Jeanne Barré, donc botaniste, elle a participé à l'expédition de Bougainville. On aura des gens peut-être en volcanologie. Ouais, je tiens à ce qu'il y ait des géologues, parce que moi, je suis étudié une licence de géologie. Donc, j'ai assisté pour qu'il y ait peut-être Marianne Craft ou des ça qui ont travaillé sur les volcans, sur les pierres et tout. Ok. Voilà. J'ai cru, moi, qu'il y avait une catégorie cinéma. On avait proposé, mais je pensais pas que ça soit retenu. Oui, donc, ok. il y avait mis parmi les grandes découvertes, mais ma photographe. On se dit que tout de même, aujourd'hui, c'était le cinéma, si ça mettait après au XXe siècle, qui était important et qui avait mis aussi à l'honneur dans beaucoup de films la Tour Eiffel. Et donc, on pouvait mettre une grande pionnière du cinéma. En l'occurrence, c'est Alice Guy. Ouais. Mais elle a, je pense, été supprimée d'après ce que j'ai entendu. Elle était quand même au moment des Lumière, en même temps, elle crée les premiers pépins, elle crée quantité de choses, puis elle en a un peu effacé son importance alors qu'elle est là. Ouais, tout aussi important d'autres. Ouais. Le fait d'accorder moins de crédit à des découvertes faites par des femmes, c'est malheureusement assez fréquent. Tellement fréquent que ça a un nom, c'est l'effet Mathilda. Il y a beaucoup de documentation sur le sujet, s'il y en a qui veulent approfondir ça suite à la vidéo. Il y a aussi beaucoup d'exemples connus, le plus connu, j'imagine. En tout cas, celui qui, moi, me vient tout le temps en tête, c'est le cas de Watson et Crick, qui sont prix Nobel. Alors, messieurs Watson et Crick vont être récompensés pour leur découverte de la structure de l'ADN, mais cette découverte de la structure d'ADN, elle a été possible grâce à un cliché, le cliché 51. Ce cliché a été réalisé par une femme, par Rosalind Franklin, et le cliché a été passé sans son consentement à ces 2 hommes. Les 2 chercheurs vont publier la découverte et ne vont jamais mentionner Rosalind Franklin. Un des 2 va quand même admettre, au bout de quelques années, qu'elle a eu un rôle à jouer. En fait, il va se rétracter au bout de quelques temps, et voilà. Mais c'est quand même une histoire récente parce que l'un des 2 chercheurs est toujours vivant. Donc bon, l'effet Mathilda continue encore à toucher beaucoup de personnes, ce n'est pas que quelque chose de vieux.
C'est plus simple quand ça touche des événements récents parce qu'il n'y a pas besoin de trop creuser dans l'histoire pour atteindre la vérité. Mais il y a des cas qui sont beaucoup plus anciens, dont celui qui est mentionné juste après. Quand on parlait de gynécologue, j'avais aussi écrit un article sur le sujet. Et il y avait une gynécologue, mais je ne vais même pas tenter de dire une date, c'était vraiment il y a très longtemps. Madame Trotula de Salaire. Ah oui, mais Qui avait été changée de genre justement parce qu'il ne pensait pas que les femmes seraient capables de faire ce travail-là et tout. Finalement, maintenant, on sait que c'est une femme, mais... Parce qu'au début, il y avait beaucoup de femmes et puis après, ça a été un peu confisqué par les hommes. On a beaucoup de femmes médecins qui sont très importantes, donc, comme ils veulent plutôt des sciences techniques. Oui, on avait proposé des sciences sociales ici. Mais comme l'esprit du CVPL, c'est un peu l'esprit du 19e siècle, mettre des grands ingénieurs, etc. Peut-être qu'on voudrait rester dans cette lignée-là, un peu française. Ah là là, mais moi je suis biologiste. Ouais. C'est que ça, il n'y a pas Emmanuel Charpentier. J'ai une collègue qui a proposé Georges Sand, en fait, parce qu'elle a contribué à la naissance de la première réserve naturelle en faisant un plaidoyer pour Fontainebleau. Et finalement, aujourd'hui, on redécouvre des femmes qui ont été cantonnées dans un domaine. Elle, on a parlé de la bonne dame de Nohant qui écrit sur les paysans et les gentils filles. Et en fait, elle s'est battue contre les violences faites aux femmes. Elle a défendu l'écologie. On la redécouvre, mais on a complètement occulté cette partie. Moi je ne l'avais pas été pour ça. J'ai découvert ça aussi. Voilà. Vous avez une idée un peu du délai? La liste définitive sortira le 26, c'est ça? Oui. Et le 26 janvier, normalement, c'est espéré d'ici 2027. Oui, D'accord. premier semestre 2027, on pense que les gens sont venus. Donc c'est plutôt rapide. La liste a été proposée par le comité Eiffel en décembre à la mairie de Paris. Le 26 janvier, ça sera annoncé, mais ensuite, il y a les académies qui auront aussi le droit de regard. Ensuite, il faudra passer certaines législations et réglementations de la DRAC, et ça, c'est le comité Eiffel et les ingénieurs en chef qui s'en occupent. Mais finalement, c'est un projet qui est assez simple, ça coûte pas cher du tout, vraiment, parce que faire des lettres en métal, c'est pas du tout, et ça fait partie d'un moment de rénovation de la tour, parce qu'on l'a repeinte avant les JO de l'extérieur, on repeint, donc ça rentre assez aisément. Finalement, cette C'est transformation. le moment parfait. Et voilà, même s'il faut bien sûr les autorisations. Oui, oui. Ça s'est passé quand, cette première demande, ou en tout cas votre prise de contact pour faire ce projet des 72 nœuds? Oui, c'était 4 ans. À 4 ans, ok, oui. Donc, En fait, l'idée, j'ai eu en 2021. En 2022, avec Sandrine, on a créé le comité Hypatie à Sorbonne Université. Et ensuite, en octobre 2022, il y a eu une éclipse solaire. Et à cette occasion, à l'Observatoire de Paris, on a organisé une conférence en hommage aux femmes éclipsées de l'histoire des sciences. D'accord. Oh, très belle idée, Benjamin. Oh là, les Oui, non, c'est ça dans l'histoire. En fait, souvent, les femmes, elles ont été très célèbres. Et puis, hop, la misogynie au 19e, des histoires littéraires et des histoires scientifiques, les effacer. Mais aujourd'hui, il faut les faire remettre en lumière. On a proposé vraiment d'inclure aussi des femmes qui sont venues des fois de l'étranger, travailler en France à longtemps. Marie Curie, voilà. Après, bon, elle est aussi mariée en français. Elle est aussi venue française. Ça, c'est important de noter qu'il y a des gens qui ont apporté à la France tout leur savoir et leur force de travail. Voilà. J'ai vu d'ailleurs qu'elle était sous son nom de jeune fille dans la liste. Alors c'est compliqué parce que pour les femmes, il faut toujours noter le nom de jeune fille et le nom de femme mariée, mais sous quel nom on les place, sous quel nom elles sont plus connues. C'est Marie Curie, mais j'ai vu aussi qu'il y avait sa fille, et du coup, on va avoir marqué 2 fois Curie. Et en fait, on a un problème avec Sklodowska, c'est que ça risque d'être trop long. Il ne faut pas que ça dépasse 12 lettres, parce que même pour les hommes, Gustave Eiffel n'a pas pu faire inscrire certains hommes qui avaient des noms sous nom. D'accord. Et vous avez eu des embûches sur le chemin? Alors oui, on a été confronté à quelques difficultés, mais globalement, toutes les institutions qu'on a contactées ont été très réceptives et nous ont aidés dans notre stratégie de lobbying. Il y a seulement eu un historien que j'apprécie beaucoup par ailleurs pour son travail sur Gustave Eiffel, mais qui a été assez réticent à l'idée de mettre des noms de femmes sur la tour Eiffel. Il ne comprenait pas cette mentalité qui est assez nouvelle en fait, le féminisme, etc. Mais au final, il a été très minoritaire dans le comité de la tour Eiffel. Et donc, le projet se fera. Voilà. Ok. Oui. Bon, tant mieux, mais c'est vrai que chacun son idée sur le sujet et qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer les bâtiments déjà faits. Bon. Moi, je trouve que c'est un beau message, en tout cas, pour toutes les femmes en sciences. Et vous avez eu des féministes, personnes... c'est pas tout à fait une mentalité. C'est Oui, j'ai travaillé dans avancé qui existe depuis longtemps. Et voilà, et les femmes, elles ont des
déjà au XVIIe, au XVIIIe, il y a un effort qui est fait pour la reconnaissance de toutes et la reconnaissance de la puissance en sciences et des femmes par d'autres femmes, par sororité. Et voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un monde entre le wokisme et l'anti-wokisme, où il y a des reculs importants et puis il y a des gens qui trouvent qu'on va toujours pas trop loin et tout. Mais là, c'est vraiment porter l'égalité sur un monument qui représente la modernité. Mais en quoi représente-t-il la modernité aujourd'hui s'il n'y a que des hommes? Donc, il s'agit vraiment de faire en sorte que la Tour Eiffel reste toujours un symbole de la France et d'une France égalitaire, paritaire, et qui comprend des hommes et des femmes savants. Mais vous avez eu des aides inattendues? C'est vraiment un projet fédérateur parce qu'il donne envie de... c'est quand même un étudiant Benjamin au début qui a l'idée et en fait on veut changer le monde et on veut changer la... Oui, c'est courageux de venir. Ouais, il est seul. Et donc, ça fait plaisir. Il y a plein de groupes, autant d'étudiants qui sont allés dans la vie que d'enseignants. Il y a quand même il y a plein de gens qui sont venus en disant c'est trop chouette. Donc, on a. Et puis, ils avaient Vauglin, qui est responsable de Femmes et Sciences. On a Françoise Combe, qui est allemande astrophysicienne, qui a soutenu le projet aussi et qui est présidente de Femmes et Sciences. Voilà. Pour l'Académie des sciences. De l'Académie des sciences, pardon. Et des sciences. Elle était allée frapper pour voir Anne Hidalgo, pour voir le président. Ah oui. J'ai beaucoup fait le monde politique, moi, on va se dire. J'ai fait du lobbying auprès de Anne Hidalgo, des adjoints d'Anne Hidalgo, qui ont été très à l'écoute, qui ont vraiment poussé pour que le projet avance. Et au final, du coup, le 25 mars, la maire de Paris a annoncé sa volonté de réaliser le projet. Sorbonne, vraiment mon soutien total et puis on sera avec vous pour que les femmes scientifiques soient mises à l'honneur à la Tour Eiffel. On pense que c'est peut-être dû à l'élection de Trump, parce que Trump, dès qu'il a été élu, il a viré des femmes scientifiques à la NASA, dans les institutions américaines de sciences. Donc peut-être qu'Hidalgo a voulu lui répondre par ce projet. On pense que c'est ça la réponse, la raison. Ce que fait Trump, là, c'est vraiment terrible pour la recherche, parce qu'il y a beaucoup de chercheuses qui ont vu le chercheur et de chercheuses qui ont vu leur thèse arrêtée aux États-Unis, parce que soudain les budgets sont coupés. Et il y a quantité de données qui ont été effacées. C'est une perte pour la recherche et puis pour toutes les universités qui ont peur de perdre encore plus d'argent et qui s'auto-censurent parce qu'il y a une auto-censure. C'est ce qui était assez impressionnant parce que quand on travaille sur la visibilité des femmes dans l'histoire, on a toujours l'impression que c'est un processus qui avance. Et non, il y a suffisamment vers ça maintenant. C'est fait d'avancer, de recul. Mais du coup, non, je suis vraiment contente du projet. Quand j'y ai vu arriver, j'étais vraiment contente de voir que ça prenait pas que de la place sur les réseaux sociaux, mais que c'était aussi des beaux bâtiments. Et dans la vie de tous les jours, on le voit, et surtout que c'est permanent. Et on aura beau avoir... ça n'arrivera pas Trump au gouvernement. Normalement, il ne pourra pas enlever les gravures. Ça laisse vraiment un message figé, c'est vraiment bien. Vous avez des lettres métalliques qui vont être passées. On peut toujours les... Non. Elle est pas loin de la Tour Eiffel, on l'a retrouvée. Il y a eu un moment sur la Tour Eiffel où on a enlevé les noms, les hommes aussi, puis après on les a... Ils avaient été peints en fait par-dessus. Donc, ils avaient dit Pourquoi ils ont enlevé? Question esthétique ou... une erreur de peinture. Tout simple. D'accord. Oui. Ah, bon. Ça met carrément. Justement, on s'est battu pour que ça ne soit pas une projection, quelque chose qui soit temporaire, que ça soit quelque chose de pérenne et que ça reste. Le travail n'est pas fini. Justement, vous avez d'autres projets, ça vous a donné d'autres envies? Mais absolument, avec Défi Sorbonne, du coup, mon association, on a un projet pour le Panthéon, on a appelé le projet Athéna. Au Panthéon, il y a la phrase « Aux grands arbres, la patrie reconnaissante », Oui. 2 jours qu'on voit. Et donc l'idée, c'est que de nuit, du coucher du soleil à minuit, toutes les heures, on projette la phrase « Aux grandes femmes, la patrie reconnaissante ». Et on a déjà le soutien de Sorbonne Université et peut-être bientôt d'autres institutions, mais je ne peux pas en dire plus. Ok. Ouais, normal, je garde ça. Tard, on se retrouvera peut-être, du coup. Et à part ça, avec mon agence, du coup, University, je lance un projet à Sorbonne Université dont j'avais eu l'idée déjà il y a quelques années, mais l'idée c'est de mettre un tableau périodique géant sur une façade où il y a exactement le bon nombre de cases. Donc voilà. Ok, donc on s'attend à un Paris tout rénové. Ouais. Moi, je fais des vidéos et par ailleurs, j'avais un projet avec Sorbonne Université qui s'appelle Plein feu sur les femmes des Lumières. Donc, je fais des courtes vidéos et donc là, je veux continuer mes vidéos, poursuivre sur les femmes scientifiques, continuer à travailler sur
l'égalité, la visibilité des femmes, voilà. Bah, c'est un beau combat. Le projet Hypatie est un projet que j'ai découvert il y a quelques mois et qui me plaît beaucoup. Il y a effectivement de nombreuses raisons pour lesquelles je suis contente que ce projet voit le jour, mais il est important de noter qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas touchées de la même manière par le projet. Et il est important d'avoir tous les avis. Ainsi, je commençais cette conclusion par un avis qui était à l'inverse du mien. Comme je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, je vous avais partagé ce projet-là il y a quelques temps. Et suite à ça, une personne avait mis en commentaire qu'il ne voyait pas l'intérêt de modifier la tour Eiffel. Une chose qui s'entend très bien. En effet, ici, ça va dépendre de ce que l'on pense d'un monument. Est-ce qu'une fois qu'il est construit, le monument a vocation d'être figé dans le temps et donc de refléter l'histoire de l'époque à laquelle il a été construit? Ou est-ce qu'il peut évoluer? Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, ça va vraiment dépendre de tout le monde. La tour Eiffel, c'est quand même un monument emblématique, donc effectivement, il va y avoir des personnes qui vont être touchées par le monument en lui-même et qui veulent que la tour garde son âme de l'époque. Donc elle a été construite à cette époque, Eiffel n'a pas voulu y inscrire de nom féminin, eh bien, ça reflète la mentalité de l'époque. Il y a plein de manières de regarder un bâtiment, mais un autre point de vue serait qu'on peut modifier un bâtiment. Ainsi, dans ce point de vue, la tour Eiffel peut être modifiée pour continuer de représenter ce pourquoi elle a été érigée. La tour Eiffel a été construite pour montrer cette modernité technologique de la France, et pourquoi pas continuer de montrer cette modernité. Alors comment ça continuer de montrer cette modernité? Elle a été construite en 1889, donc ça fait quand même pas mal de temps, et surtout ces dernières années, il s'est passé pas mal d'événements. Ici, le projet des 40 sœurs d'Hypatie a un côté scientifique et un côté égalitaire, homme-femme. Quand on regarde ces deux points, rien que dans les 10 dernières années, il y a eu pas mal de mouvements. Du côté scientifique, on voit une baisse des budgets. On doit faire de la science avec peu de moyens, c'est compliqué. Il y a d'autres pays qui mettent beaucoup plus de moyens. On retrouve par exemple les États-Unis qui ont beaucoup plus de moyens, mais depuis l'arrivée de Trump, il y a eu des coupures de fonds, il y a eu des mots qui sont censurés, et on voit du coup certaines universités s'auto-censurer ou se voir censurer, ce qui n'est pas ce qu'on attend dans un domaine, que ce soit dans les sciences ou ailleurs. Du côté représentation des femmes, on a vu émerger le mouvement MeToo, on a vu les procès de Mazan, donc ça a relevé plein de questions concernant la place des femmes dans leur travail, la place des femmes dans leur foyer. Donc la place des femmes dans la science est une question d'actualité. Ça a été une question pendant des siècles, mais ça continue de l'être. Ce projet, il a donc un message. Il y a des inégalités dans l'accès à la science, dans la reconnaissance des femmes, et même si on a l'impression de progresser, par exemple avec le mouvement MeToo, il y a des événements qui font aussi reculer la cause, dont la politique de Trump. Donc cette question de science et d'égalité, c'est d'actualité. Afficher le nom de ces femmes en science, c'est porter un message aux Français et le faire rayonner à l'étranger. Les femmes ont leur place dans la science, et tout le monde peut participer à la modernisation, à l'innovation technologique. Sur ce, on n'a plus qu'à attendre le 26 pour avoir la liste officielle. Si vous visionnez cette vidéo après la date, je mettrai un petit lien vers la liste. Et si vous êtes là avant, n'hésitez pas à mettre vos pronostics. Alors moi, vous l'avez vu, je voulais qu'il y ait Emmanuel Charpentier, mais je vous rappelle les critères du coup. Les personnes doivent avoir vécu entre la Révolution française et aujourd'hui, et il faut qu'elle soit décédée il y a minimum 5 ans. Il faut aussi que la personne ait un lien étroit avec la France, si elle n'est pas française, et que son nom soit pas non plus trop long, puisqu'il n'y a pas un espace infini pour placer les noms des femmes, donc pas un nom trop long. J'ai hâte de voir 2027, je vais reprendre la petite photo de la tour Eiffel, je zoomerai bien. À bientôt. On peut vous suivre sur quel réseau? Donc le compte du projet c'est @projethypatie, Ok. projet HYTIE sur Instagram. Sinon pour nos travaux visuels c'est benjamin.hugo. Oui, parce que les visuels que vous verrez dans la vidéo sont par Benjamin. Voilà. Moi, j'ai sur TikTok, là, c'est Femmes Aragon Lumière, et puis le projet Plein Feu sur les femmes des Lumières. J'ai aussi un site. Là, je suis sur France Culture par rapport aux violences faites aux femmes et à la représentation des femmes endormies, parce que j'ai écrit un article sur les belles endormies au moment du procès de Mazan qui a eu pas mal d'impact, en disant qu'il fallait repenser en fait la façon de lire et de voir les tableaux.